dans le cadre régulier, habituel des cycles de l'Université populaire de l'IRELP, de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, plus précisément dans le cadre de la rubrique Histoire. Ce soir, nous avons le grand plaisir, je me permets d'insister, Serge, d'entendre Serge Bianchi qui a, j'allais dire, un vieux complice, on peut le dire un petit peu quand même, comme ça, que nous connaissons et que nous apprécions depuis très peu de temps, puisque nous sommes jeunes, et qui va nous entretenir de la Constitution de 1793, qui est un thème beaucoup plus actuel qu'on ne pourrait le croire, et je te laisse la parole immédiatement, Serge. Bon, je remercie Jean-Marc Chiappa et Louis Couturier de m'avoir donné l'occasion de présenter, en trop peu de temps bien sûr, la Constitution de 1793, on dit aussi la Constitution de l'an 1, et présenter ce que les archives et les recherches en cours ont pu apporter à la connaissance par rapport à ce qu'on en connaît de classique. En effet, cette Constitution, c'est une amie de plus de 30 ans. Je l'avais déjà étudiée à Paris 7 dans les années 80. Et elle est familière à l'IRELP. C'est la troisième fois qu'on en parle. On avait eu un colloque pour la défense de la Révolution française en 2009. Et Louis avait présenté les belles phrases tirées de la Constitution. Ensuite, dans la raison, un entretien avec Jean-Marc m'avait permis de définir quelle était l'importance de cette Constitution. Et ce soir, je voudrais insister sur plusieurs points. La genèse de la Constitution, le contexte dans lequel elle a été rédigée, la ratification, comment elle a été acceptée, son contenu, les contradictions, et la portée du texte, qui est encore un texte mal connu peut-être, ou déprécié selon les auteurs qui l'ont abordé. Donc dans un premier point, l'élaboration et la ratification de la Constitution, il vaut mieux, plutôt que de porter des jugements de valeur, rentrer dans le vif de l'élaboration et d'expliquer ce qu'on entend par Constitution de 93. D'abord, c'est la deuxième constitution de la Révolution. La première constitution avait terminé le cycle de l'Assemblée constituante en septembre 91, et elle comprenait une déclaration des droits de 17 articles, la fameuse déclaration de 89 que les constituants avaient repris, et 210 articles pour fonder une monarchie constitutionnelle au moment de la séparation de la constituante. Donc, on a une première constitution et à peu près, peu de temps après, la constitution des États-Unis de la fin 91, qui peut être un élément de comparaison. Donc, deuxième constitution, la Convention se réunit le 20 et 21 septembre 92. Elle fonde un régime républicain, et fondant un régime républicain, elle a normalement une constitution à rédiger pour aller au-delà de cette constitution de 91 pour établir vraiment les bases du régime républicain. Il y aura d'autres constitutions après, une constitution en l'an 3, une constitution en l'an 8, une constitution en l'an 10, une constitution en l'an 12. Donc, celle-ci, c'est la constitution de 93 qui a été adoptée par la Convention le 24 juin, la déclaration des droits préalables étant, elle, adoptée le 23 juin. Et elle a été ratifiée par le peuple dans ses assemblées primaires et légitimée officiellement à Paris le 10 août 93. On dit 93 ou on dit l'an 1. Alors l'an 1, vous savez bien que c'est un anachronisme puisqu'on est en juin 93 et qu'il n'y aura qu'un an 2 en fait. Le calendrier républicain commencera en l'an 2, en octobre 93, et donc là on a qualifié 4 mois auparavant, donc on a parlé de l'an 1 pour expliquer qu'on est quand même dans un nouveau calendrier, même si le calendrier républicain n'est pas encore adopté. Donc cette constitution, c'est un texte qui comprend un préambule, une déclaration des droits cette fois-ci de 35 articles, et non pas de 17, et un texte ramassé en 124 articles, au lieu de 210 précédemment.
Alors, le problème, c'est qui a rédigé cette Constitution. On peut dire que la Constitution est à la fois girondine et montagnarde. En effet, un premier projet a été exposé le 4 avril 1793. C'est le résultat du travail d'une commission de 9 membres, dont Condorcet, qui est essentiellement des Girondins, et qui avait, le 4 avril 1993, présenté un projet de 402 articles, ce qui était considérable. Et à partir du 4 avril, donc, ce projet girondin est discuté pendant un affrontement assez violent entre la Gironde et la montagne, sur fond de trahison, de guerre civile, de défaite et de nécessité de mesures de salut public. Bientôt, le comité de salut public, le premier comité de salut public, dirigé par Danton, mis en place le 6 avril, va tenter de retoucher le projet, donc de mettre d'autres rédacteurs. Et il va y avoir une accélération de cette nouvelle rédaction après la journée du 2 juin 1993, qui renverse la Gironde, qui arrête 22 députés girondins et qui en proscrit d'autres. Donc à partir du 2 juin, le processus de rédaction s'accélère et le projet définitif est présenté le 10 juin. Donc entre le 2 et le 10 juin, c'est pratiquement tout ce qui a été refondu avec de nouveaux rédacteurs, parmi lesquels des montagnards, Hérault de Séchelles, Saint-Just, Collot d'Herbois, donc Couthon. Et le texte définitif donc, est présenté à la Convention le 24 juin. Il est voté, mais il doit être encore ratifié par le peuple souverain, ce qui n'avait pas été fait en 91, parce qu'en 91, le peuple n'avait pas été consulté. Alors, dans quel contexte se situe cette élaboration ? Moi, je pense qu'on peut parler à cette époque de double pouvoir, c'est-à-dire de partage du pouvoir entre les dirigeants montagnards qui sont en train de dominer la Convention, avec leurs alliés, les Jacobins, les clubs bourgeois, et ce qu'on pourrait appeler un pouvoir sans culotte en gestation, avec les sections de Paris, une partie des sections de Paris, avec les sociétés populaires, en partie la garde nationale, les comités de surveillance qui forment une sorte de pouvoir local, de pouvoir à la base, en particulier à Paris. Et cette alliance entre montagnards et sans-culottes donne le ton du contenu de la Constitution. En particulier avec une exigence sociale et démocratique qui n'avait pas été jusque-là l'apanage des montagnards et du comité de salut public. Le contexte, c'est la guerre étrangère et la guerre civile. Entre avril et juin, on a eu l'acquittement de Marat, le fameux procès de Marat, qui était aussi un procès de la montagne, des défaites extérieures, en particulier la perte de la rive gauche du Rhin, le siège de Mayence, le siège de Valenciennes, donc la guerre se porte en France, la défection de Dumouriez, et puis il y a la Vendée, donc le gros problème de la Vendée. En juin, donc on sait que le 10 juin, le projet est présenté, mais le 9 juin, Saumur est pris. Le 18 juin, avant le vote par la Convention, Angers est pris par les Vendéens. Et donc on est dans ce contexte qui va être aggravé par la crise fédéraliste et la révolte de nombreuses provinces à la suite de l'arrestation des députés girondins. La Convention et les sections partagent en ce moment donc le pouvoir, et il s'agit de stabiliser au plus vite la situation du pays en donnant confiance à tous les républicains, d'où la rapidité avec laquelle le projet a été mis en place et adopté le 24 juin. Alors, en ce qui concerne la ratification, c'est là que les choses sont le moins connues. On connaît mal ce qui a été l'appel au peuple pour ratifier la Constitution, et on le connaît maintenant parce qu'il y a eu un renouveau des études électorales depuis les années 1980, et que les spécialistes des élections sous la Révolution ont étudié ces différents aspects, avec des débats d'ailleurs à l'intérieur de ces spécialistes. Il est bien évident que
des gens comme Serge Aberdam, moi-même ou d'autres ne sont pas tout à fait d'accord avec des gens comme Guénifet, Garrigou et Duhamel, qui sont des spécialistes, mais qui ont tendance à minorer ce qui s'est passé pendant la Révolution, et particulièrement en 1793. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelques points essentiels. D'abord, depuis septembre 92, le suffrage est devenu quasi universel. C'est-à-dire que la Convention, d'ailleurs, a été élue par des assemblées primaires où votaient déjà les citoyens de 21 ans qui payaient un impôt quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'en 93, au moment de la ratification de la Constitution, on a à peu près 7 millions de Français ayant droit de vote. 7 millions, c'est le chiffre qu'il faut retenir. En réalité, c'est moins parce que les listes électorales n'ont pas été remises à jour, il y a beaucoup de flottements, et il y a des départements qui sont soulevés sur lesquels on ne sait pas qui va voter. Le projet de Constitution, à partir du 24 juin, va être soumis au vote des assemblées primaires. Assemblées primaires de cantons, dans le cadre des cantons. Alors, il faut connaître la géographie électorale de l'époque. À cette époque, on avait 550 districts et à peu près 5000 cantons qui étaient des circonscriptions électorales, lesquelles les citoyens qui avaient le droit de vote pouvaient se réunir pour élire certaines personnes comme le juge de paix, ou là, dans ce cas précis, voter sur la Constitution. Donc, toutes les assemblées primaires, c'est-à-dire autour de 6000, vont être le théâtre d'un vote sur le texte de la Constitution. C'est un exercice de démocratie collective sans précédent, où peut-être les cahiers de doléances avaient joué un rôle aussi de consultation nationale. Mais là, il faut imaginer 6000 assemblées délibératives, où on lit, dans son intégralité parfois, des extraits, le texte de la Constitution, et qui siègent 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et qui vont voter pour ou contre la Constitution. Alors, il me paraît que le terme de plébiscite n'est pas apte à qualifier ce processus. Parce que les assemblées sont délibérantes, qu'on a le droit de voter non, il y aura des non, et on pourrait plutôt parler de référendum. Référendum qui est soumis non seulement aux 7 millions d'ayant droit de vote, mais aussi aux militaires, donc sur les 8 ou 9 armées de la République, et aux marins. Donc, les cantons vont voter, et ils vont apporter normalement le résultat de chacune de ces assemblées primaires, c'est-à-dire 6000 résultats. Ils doivent l'apporter le 10 août 1993 à Paris pour ratifier cette Constitution. Alors, quels sont les résultats ? Eh bien, les résultats ont été majorés par les historiens. Il semble qu'il y ait eu un peu plus de 2 millions de votants sur les 7 millions ayant droit de vote, et que ça a été extrêmement inégal selon les départements et selon la situation géopolitique. Par exemple, dans l'actuelle Essonne, si on regarde, il y a eu à peu près un tiers des assemblées où il y a eu moins de 200 présents à l'assemblée primaire, avec donc une participation très, très limitée. Il y a eu à peu près un tiers où on a eu entre 200 et 350 présents, et il y a eu à peu près un tiers où on a eu 400 à 600 présents, c'est-à-dire pratiquement tous les citoyens actifs. On est entre 10 et 80% de ceux qui auraient pu se rendre. Il faut dire aussi qu'on est en juillet, c'est l'époque aussi de la moisson, et c'est pas toujours évident pour les paysans. C'est pour ça que certains ont prolongé. Au lieu de faire 2 jours, 3 jours, on laissait les gens venir et ratifier. Donc, le plus étonnant peut-être dans cet exercice de démocratie collective, ce que j'appelle cette démocratie, c'est que dans chaque assemblée primaire, on a élu un délégué pour aller porter le résultat à Paris. C'est-à-dire qu'on peut avoir entre 5000 et 7000 délégués qui vont affluer sur la capitale pour porter le résultat des votes de leurs concitoyens. Alors, 2 millions et quelques de oui, 12 000 non. On s'aperçoit aussi qu'il y a eu quelques assemblées qui sont déterminées pour la monarchie, mais très peu.
Et on a eu des amendements, une centaine de milliers d'amendements, donc on peut dire qu'il y a eu une assez forte adhésion à la Constitution de 93, même si cette adhésion vient certainement des partisans montagnards sans culottes de la République, et qu'il y a effectivement des absences. Et le 10 août, donc c'est la fête de la régénération, c'est là que les délégués vont être mêlés aux conventionnels, aux autorités, aux institutions parisiennes, dans une configuration totalement inédite. Donc voilà les conditions de l'élaboration de la Constitution. Alors maintenant, il faut en voir le contenu. Quel est le contenu ? À savoir que deux visions très nettes essayent de rallier les lecteurs. D'une part, ceux qui pensent que c'est un texte qu'on qualifie de démagogique, un véritable leurre pour l'opinion publique, et ceux qui pensent que c'est au contraire un texte fondateur qui incarne des idéaux et des principes des républicains. Entre les deux, il s'agit de voir quel est le contenu réel. Donc on peut voir effectivement, en particulier dans les textes, les tenants et aboutissants de la Déclaration des droits. Le premier point, donc, ce serait l'affirmation de droits sociaux. La première nouveauté, hein, qu'il faudra voir avec l'affirmation de nouveaux droits politiques. Mais d'abord, les droits sociaux. Le 23 juin, la Convention adopte la Déclaration des droits de l'homme, 35 articles, dont on n'a pas assez souligné le caractère novateur en cet été 1793. D'abord, les mots qui sont utilisés ou qui sont employés, il y en a un qui reviendra plus tard, sur lequel j'essaierai de m'expliquer, à la fin du préambule. Il proclame en la présence de l'être suprême la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Le terme être suprême devra être discuté. Mais ce qui compte, c'est le contenu qu'on pourrait qualifier d'égalitaire de cette déclaration des droits, en avancée très nette par rapport à la déclaration de 1789. Alors, où est l'égalité ? Dans l'article 1, ça n'est pas très clair. Le but de la société est le bonheur commun. Le bonheur commun, c'est une notion qui est à la fois une notion qui est utilisée aux États-Unis et une notion utilisée par Saint-Just dans de nouvelles acceptions. Le bonheur est une idée neuve en Europe et il ne l'emploie pas tout à fait dans le terme des Américains. Mais le bonheur, il se conçoit dans la hiérarchie des droits. Alors si on lit l'article 2, on voit que les droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Et on constate tout de suite que l'égalité est en tête. Égalité, alors que dans la Constitution de 91, on avait en 1 la liberté, en 2 la propriété, en 3 la sûreté, et en 4 la résistance à l'oppression. Donc là, les termes ont basculé. Et le fait que l'égalité soit en tête ne signifie pas qu'il s'agisse d'une égalité sociale, mais l'égalité doit être redéfinie à l'aune des idées des montagnards au moment de la rédaction de la Constitution. La propriété apparaît en 4e. Avant, elle était en 2 dans la déclaration de 89 et de 91. Donc il s'agit d'une déclaration symbolique, mais qui peut être rapprochée de ce qu'on appellera plus tard l'égalitarisme jacobin, et qu'il faudra aussi définir. Et cette égalité, elle est aussi dans l'accès de la population à des droits sociaux qui sont dans l'ordre de la déclaration des droits. Article 18, qui est, d'une certaine manière, le droit au travail. En fait, dans l'article 18, on abolit en fait la notion d'esclavage et de servage. C'est-à-dire que personne ne peut être obligé de servir ou sans rétribution ou sans rémunération un maître quelconque. Donc c'est un droit au travail qui reste très incomplet. L'État n'est pas obligé de donner un travail aux individus qui n'en ont pas, mais c'est un droit au travail qui trouve son complément à l'article 21 relatif à l'assistance. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, donc là c'est clair,
soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Donc là, un droit au travail apparaît bien pour ceux qui ont la capacité de travailler, et ceci est totalement nouveau dans les constitutions contemporaines. Le troisième droit, article 22, là, qui suit le précédent, c'est le droit à l'instruction. Donc, c'est un droit qui a été déjà débattu avant, avec différents plans, Talleyrand, Condorcet, Le Pelletier, et qui vise à mettre l'instruction à la portée de tous. Donc, égalité, droit au travail, droit à l'assistance, droit à l'instruction, ces droits sociaux paraissent emblématiques du projet de 1793. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire, à côté de ces droits sociaux, est-ce qu'on voit une extension de la démocratie politique? Là, il y a débat. Il y a débat, mais la montagne étant obligée d'avoir à cette époque le soutien des sans-culottes, des concessions politiques importantes ont été faites à ce qu'on pourrait appeler la volonté de démocratie politique, sans parler de démocratie directe. La déclaration définit des dirigeants politiques, non pas comme des représentants, qui peuvent faire ce qu'ils veulent pendant toute la durée d'un mandat, mais comme des mandataires dont les pouvoirs sont temporaires, souvent limités à 1 an, non reconductibles, et dont les pouvoirs sont toujours à représenter devant les assemblées primaires. Le mandataire ne peut pas être au-dessus des lois. Regardez l'article 31 en particulier, où on dit, en cas de délit, donc le politicien doit être poursuivi. Et ceci est accentué par les articles 33 et 35. Article 33, la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme, résistance à l'oppression. Et l'article 35 sonne comme une manifeste. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Et pour chaque portion du peuple, donc en assemblée primaire par exemple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Droits et devoirs. Et là par exemple, on se demande si cette déclaration n'est pas là pour légitimer la journée du 2 juin, ce qui a renversé à la Convention les Girondins. Alors il faudra s'expliquer effectivement sur la responsabilité dans le 2 juin, les montagnards pensant que ce sont les Girondins qui ont provoqué leur propre perte. Alors, dans le texte même de la Constitution, dans les 124 articles, il y a des extensions des droits politiques. En particulier, il y a une extension de la citoyenneté, mais ça remonte un peu plus avant, en élargissant ce qu'on pourrait appeler le droit du sol. Le droit du sol, c'est-à-dire que toute personne étrangère, mais qui vit depuis 1 an en France, qui a adopté un enfant français, et qui fait preuve de sentiment républicain, est amenée à participer à la vie civique, c'est-à-dire à voter. De même, on avait élu pour la Convention quelques députés étrangers. Donc, ce droit du sol est très intéressant. Il y a une extension de la citoyenneté. D'autre part, les députés, donc, à la prochaine Assemblée, qu'on prévoit normalement dans quelques mois, à cette époque, on est en juin 93, les députés devraient être élus au suffrage direct à raison d'un député pour 40 000 votants. Donc ça, c'est intéressant. Le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée, qui serait réunie pour une durée limitée, serait souveraine. Et un exécutif de 24 membres, qui est prévu, donc, serait choisi parmi les 85 désignés dans les départements pour faire partie de l'exécutif par le législatif. Enfin et surtout, il y a un droit de regard sur les lois et sur la Constitution par les assemblées primaires. Ça veut dire que, normalement, si 10% des assemblées primaires demandent de réviser tel article de la Constitution ou telle loi, il est possible, c'est ce qu'on pourrait appeler un référendum d'initiative populaire. Et ceci est extrêmement intéressant. Donc, il y a une adéquation, en fait, du contenu avec les pouvoirs en place à cette époque et avec les objectifs. Alors, maintenant, et c'est ça qui est intéressant, parce que là, on est au cœur du problème, quel est le débat historiographique
qui se pose sur cette Constitution de 93. Quel est le débat, c'est-à-dire quelles sont les positions en présence? Alors, d'un côté, des historiens pensent que la Constitution n'a pas été appliquée, n'était pas applicable et n'était qu'une sorte de calcul de la part de politiciens pour calmer l'opinion publique et pouvoir assurer le salut public. Donc, un texte qui serait démagogique ou illusoire, comme le disent très bien. Là, j'ai mis au dos donc, de la feuille, j'ai mis une petite bibliographie, et on voit par exemple que dans le dictionnaire de la Révolution française, on parle de texte démagogique, dictionnaire de la Révolution française de Jean Tullard, Jean-François Fayard et Alfred Firon. C'est un dictionnaire connu. Oui, donc on en reparlera, mais disons que le 10 octobre 93, sur intervention de Saint-Just, la Constitution sera suspendue jusqu'à la paix. Elle sera enfermée dans une arche de cèdre déposée à la Convention et on n'y touchera pas tant que la situation n'aura pas été résolue par le salut public et par la Convention. Donc, on sait que le 10 octobre, malgré ce que pensait la Constitution, la Convention et les pouvoirs en place vont se prolonger jusqu'à... Et certains traduisent ça comme la volonté de prolonger le pouvoir d'un groupe et mettent automatiquement ceci en rapport avec la mise en place de la terreur robespierriste, avec un débat qui serait un débat que posent les historiens du début du XXe siècle entre Danton et Robespierre. Danton qui aurait proposé de appliquer la Constitution, c'est-à-dire d'élire une assemblée, etc. Et Robespierre qui aurait suspendu pour des raisons évidentes. Mais d'autres historiens, et ils sont plus nombreux que les précédents, considèrent que la Constitution a été en grande partie appliquée ou réalisée, qu'elle n'est pas restée suspendue dans le vide parce que ceux qui l'avaient rédigée ont mis en place une politique adaptée aux principes qu'ils avaient définis dans de nombreux domaines et que ces principes ont été mis en place dans toute la France par des représentants en mission qui avaient été détachés juste après la ratification de la Constitution, en particulier après le 10 août, la fête de la Régénération, et que ces représentants en mission se sont appuyés souvent sur les réseaux des délégués des assemblées primaires qui étaient venus à Paris et qui ensuite les ont soutenus pendant les différentes missions, comme la planche Jean de Cher, etc. Et cette politique, on peut la voir à travers différentes mesures qui suivent de très près la Constitution. Par exemple, la levée en masse, qui se fait en août 93, c'est-à-dire au lendemain de la fête de la Régénération, qui fait que, cette fois-ci, une grande partie de la France va accepter de servir aux armées, de constituer la douzaine d'armées de la République qui vont faire face à l'invasion étrangère et qui vont repousser l'ennemi au-delà des frontières. En même temps, une politique d'économie dirigée, lorsque la Constitution avait été adoptée, la bourse avait été fermée, symboliquement. Et à partir de l'été 93, un maximum des grains et des farines, puis plus tard un maximum général, vont être adoptés et qui vont dans le sens et de l'assistance, du droit à l'assistance, et en partie aussi du droit au travail dans la mesure où ça favorise les paysans pauvres et les ouvriers, cette économie dirigée. Et en même temps, une législation égalitaire sur les terres se produit à l'été 93, partage égalitaire des biens communaux, c'est ça, c'est dès la loi de juin 93, où même les femmes votent, et où les biens sont distribués quand les communautés le veulent, au prorata du nombre de personnes dans chaque famille. Donc c'est assez étonnant, quoi. Les enfants, les femmes comptent à égalité avec les autres. On a une politique donc de législation égalitaire sur les terres et aussi une politique relativement égalitaire dans le domaine des relations au sein de la famille, par la diminution des pouvoirs du chef de famille, du père, par la prise en compte des
des femmes en difficulté, des mères célibataires, des enfants naturels. Il y a toute une politique qui va dans le sens de la Constitution, et dire que la Constitution a été plaquée ne correspondrait pas du tout aux quelques mois qui ont suivi sa mise en place. Elle est une référence pour tous ceux qui la mettent en œuvre. Les représentants en mission, les sociétés populaires, les comités de surveillance qui s'établissent ont l'impression d'appliquer les principes de la Constitution de 93. Alors comment départager ces historiens? Peut-être à travers une voie médiane, en insistant sur les contradictions dans la dynamique de la réalisation du projet constitutionnel, les contradictions politiques et sociales. Alors, contradictions politiques. Il est vrai que les montagnards, quand ils ont fait adopter la Constitution, avaient en vue la ratification populaire dans les assemblées primaires, etc. Mais au fur et à mesure que leur pouvoir s'est stabilisé, l'alliance n'était plus nécessaire. Et une sorte de divorce entre la conception des représentants qu'avaient les montagnards et une autre conception qui était celle des enragés, qu'on a qualifiée souvent de démocratie directe, c'est-à-dire que le peuple, dans ses assemblées primaires, a le droit de contrôler ce que font les représentants et éventuellement de les destituer. Donc il y a ce divorce qui se rencontre, et dès septembre 93, les enragés, donc, qui véhiculent ces idées, sont éliminés, malgré le succès de leurs idées sociales, en particulier sur l'économie dirigée, mais les responsables enragés, Jacques Roux, Varlet, etc., sont emprisonnés ou éliminés. Les citoyennes républicaines révolutionnaires aussi, à partir d'octobre, perdent l'accès à l'égalité citoyenne à laquelle elles aspiraient. Donc il y a des contradictions politiques qui font qu'au fur et à mesure que le projet avance, sa réalisation, en particulier de ce qui était utopique, devient de plus en plus problématique. Et puis il y a une contradiction sociale importante parce que, dès le départ, la propriété est restée, pour les montagnards, un droit naturel, sacré, qui ne peut pas être mis en cause, sauf en cas d'extrême nécessité, quand le salut de la République l'exige. Et Jacques Roux, donc, l'enragé, le 25 juin, au lendemain du vote par la Constitution, rappelait devant la Convention: l'égalité n'est qu'un vain fantôme quand une classe peut affamer une autre, etc. Et donc il posait le problème de la propriété. Non pas que les sans-culottes soient contre la propriété privée, mais ils étaient pour la limitation de la propriété, de même qu'un certain nombre de sans-culottes ruraux étaient pour la limitation des grandes fermes, etc. Donc il y a au départ cette alliance et ces risques de contradiction qui font que la Constitution ne peut plus avoir la pureté originelle au fur et à mesure que la situation progresse. Je ne sais pas si j'ai concilié les deux visions. En tout cas, il y a là une explication. Et on pourrait, pour terminer, montrer quelle est la portée finalement de ce texte, quelle est sa portée historique, à partir du moment où il constitue, à partir de 93, une référence pratiquement obligée pour la plupart des révolutions contemporaines et jusqu'à notre histoire relativement récente. Donc c'est une constitution qui a marqué fortement d'abord les contemporains de la Révolution et ensuite leurs héritiers. En particulier, une fois le Thermidor passé, une fois le régime donc, du comité de salut public, de Robespierre et de ses amis jeté bas, la Constitution va revenir rapidement en faveur d'une partie de l'opinion publique, en particulier en l'an 3, au moment de ce qu'on a appelé les journées de la faim, c'est-à-dire les journées des grandes manifestations populaires, au moment où la liberté des prix fait que la famine règne dans la capitale et dans de nombreuses régions avoisinantes.
et que deux grandes manifestations ont lieu le 1er avril 1795 et le 20 juin 1795, donc les mouvements de Germinal et de Prairial, qu'on a appelés les Journées de la faim. Lors de ces deux journées, deux principes sont rappelés. En particulier, en Prairial, le 20 juin, les manifestants, les milliers de manifestants et les femmes, donc, ont un texte de référence pour se révolter, dans lequel on réclame du pain et la constitution de l'an 1. Du pain et la constitution de l'an 1. En effet, il y a là une véritable, je dirais, lutte de classe qui se déroule entre ceux qui restent de la sans-culotterie et des montagnards rescapés, et d'autre part, ce qu'on va appeler les thermidoriens, les honnêtes gens, qui font que, après les journées de la faim, c'est-à-dire après la répression, tous les sans-culottes, tous les sectionnaires de l'an 2 ont été désarmés et que les femmes ont été interdites de se rassembler dans la rue à plus de 5. Donc il y a là un passage, et la Constitution est la référence des révoltés. Qu'ils aient été à un moment contre Robespierre, ils reviennent sur les conditions de l'élaboration de la Constitution de l'an 1 pour dire que c'était celle qui correspondait aux besoins profonds des masses lorsqu'elles se révoltent. Et la Constitution de l'an 3, c'est-à-dire la Constitution de Fructidor d'août 1795, va rompre complètement avec les logiques de la Constitution de 93, en particulier en établissant une déclaration des devoirs très contraignante, en éliminant le principe de l'égalité, qui avait été celui de la Constitution de l'an 1, en négligeant les droits sociaux qui avaient été proclamés dans la Déclaration des droits, et en s'éloignant de toutes les velléités démocratiques qui avaient été définies, soit dans la Déclaration des droits, soit dans le texte de la Constitution. Donc, la Révolution, à partir du moment où les principes de la Constitution de 93 n'ont pas pu être appliqués, devient une révolution blanche et nécessite d'autres formes de lutte, comme celle de Babeuf, qui, à certains moments d'ailleurs, comme la plupart babouvistes, a reconnu la pertinence de la Constitution de l'an 1. On a des textes précis autour de Buonarroti et d'autres, rappelant quelle était l'importance de cette Constitution. Ensuite, la Constitution de 93 devient aussi un texte fondateur parce qu'elle a d'utopique, l'utopie dans le sens de ce qu'il faut atteindre, ce qu'il faut réaliser en exprimant des principes. Et elle a marqué profondément donc l'histoire de la République française, en particulier en 1848, où des projets de retour aux principes de la Constitution de 93 se font jour, avec certaines réserves, c'est-à-dire que la liberté en 1848 passe avant l'égalité, et l'ordre public passe avant la résistance à l'oppression. Mais en 1948, il y a d'autres avancées, par exemple. On va un peu plus loin dans l'interdiction de l'esclavage, encore que l'esclavage avait été supprimé en principe dans la Constitution de 93 et aboli en février 94. Donc là, c'est une deuxième suppression de l'esclavage, mais on va plus loin peut-être. On va plus loin aussi dans la volonté d'abolir la peine de mort et dans le droit au travail en partie. Donc, dans l'histoire de la République française, 1848 est une référence nécessaire à 1793, et d'autres révolutions plus contemporaines, c'est-à-dire au début du XXe siècle, vont se référer aux principes de 93 et aux grands ancêtres de 93. En particulier, ce sont les constitutions, les textes constitutionnels sur le Mexique. C'est une révolution sociale au Mexique en 1917. La constitution, la première constitution de la future Union soviétique en 1918, et même la constitution de Weimar au moment de la débâcle allemande,
fait référence à de nombreux droits sociaux qui existaient déjà, qui n'avaient été proclamés qu'en 1793. Et de la même manière, en 1946, au moment de la libération, dans la foulée de la résistance, 2 textes constitutionnels vont faire référence à la Constitution de 93. Le premier, c'est la première Constitution en 46 qui a été rejetée par 53% des Français, mais qui affirme dans les mêmes termes la résistance à l'oppression comme en 93. Donc, et la deuxième de la fin 46, donc, qui réaffirme les droits sociaux, qui les approfondit, mais dans des termes qui rappellent, et c'est ce que disait Jean-Marc, donc, dans des termes qui réactualisent la pensée de 93, en 1793, un certain nombre de principes novateurs avaient été exprimés, peut-être en avance sur leur temps, et ils ont trouvé une résonance par la suite. Alors, il y a quand même en 46 une différence essentielle, je reviens à l'idée que j'avais posée, c'est qu'il n'y a plus de référence à un quelconque principe divin en 1946. Donc la séparation de l'Église et de l'État est passée par là, et d'autres voies aussi. Alors qu'en 1793, les conventionnels avaient proclamé la Constitution sous les auspices de l'être suprême. L'être suprême, qui avait intérêt à parler d'être suprême, et pourquoi pas la raison, et la lutte entre l'être suprême et la raison vont caractériser l'histoire de la Révolution dans les mois qui vont suivre, en particulier à l'automne 93, à l'automne de l'an 2. Hein. Ce problème de la laïcité est une différence dont il faut tenir compte. Donc, au total, hein, on peut dire que la Constitution de 93, hein, c'est un moment particulier dans l'histoire de France et dans l'histoire des révolutions. C'est un moment qui a été souligné en particulier par Jean Jaurès. Louis en faisait référence lorsqu'il avait traité de cette Constitution en 2009, et parce qu'elle était adaptée à un moment à la réalité politique et sociale de la France, et qu'elle a défini des droits qui ont été, à un moment, revendiqués, partagés et appliqués. C'est pour cette raison, je pense, que cette Constitution de 93, souvent oubliée dans les manuels, mérite d'être relue, méditée et analysée pour mesurer les progrès et souvent les reculs de notre société contemporaine, libérale, soi-disant avancée. Bravo. Merci. Bravo.